Alors, pour le commentaire de texte, alors ma feuille est dans un certain état. C'était donc Nietzsche dans Humain trop humain, 1878. Peut-être avant de lire le texte, petite introduction. Donc, il faut toujours dans l'introduction donner le thème du texte, la question implicite que pose le texte, la thèse, c'est-à-dire la réponse qu'apporte l'auteur à cette question, et ensuite la problématique, l'enjeu du texte, c'est-à-dire ce qui pose question pour le lecteur philosophique que vous êtes. C'est pas grave si vous prenez la question pour la problématique en terminale, mais ce qui est excellent, c'est de faire thème, question, thèse, enjeu, problématique. Par exemple, là, le thème, c'était la recherche scientifique, la méthode scientifique, et la question précisément, c'est qu'est-ce qui fait réellement progresser la recherche scientifique? C'est ça la question que pose le texte, à mon sens. Et donc la réponse de Nietzsche, c'est que c'est l'esprit, ce qu'il appelle l'esprit scientifique, et ce que Bachelard appellera lui aussi plus tard l'esprit scientifique, c'est-à-dire la compréhension, l'intelligence, l'autonomie, finalement la méthode, et non les résultats nouveaux que ces méthodes ont permis, ou même les nouvelles méthodes en soi, qui permettent donc ce progrès dans la recherche scientifique. C'est l'esprit scientifique qui permet ce progrès dans la recherche scientifique et non pas les résultats des méthodes. Et le problème que ça peut poser, l'enjeu et donc le problème, je vous propose comment ces progrès ne feraient pas progresser, donc comment ces progrès en termes de résultats, je veux dire, ne feraient pas progresser d'eux-mêmes la recherche et la pensée scientifique. Et alors, donc si Nietzsche a raison, comment faire pour comprendre la méthode, s'exercer, comme il dit, à se méfier instinctivement des écarts de la pensée, qu'il faudrait donc reconnaître, ces écarts de la pensée. Voilà. Si on ne peut pas se contenter des résultats et de progresser comme ça, et ben alors comment il faut faire pour s'exercer, pour comprendre la méthode, pour acquérir cet esprit scientifique? Comment ça se fait qu'on ait besoin de ça et pas seulement des résultats pour faire progresser la recherche scientifique? C'est finalement un petit peu contre-intuitif, parce qu'on se dit, voilà, le progrès de la recherche scientifique, c'est les nouveaux résultats qu'on a. Et lui dit non, c'est la méthode, l'esprit scientifique. Donc le texte, on pouvait le découper, ou plutôt suivre ses mouvements, toujours linéairement en philosophie. Donc par exemple de la ligne 1 à 5, du début jusqu'à l'absurdité. Ensuite de les gens cultivés à une explication, ligne 14, je crois. Et ensuite à la fin, d'où résulte continuellement jusqu'à extrême prudence, jusqu'à la fin. Donc les méthodes scientifiques sont une conquête de la recherche pour le moins aussi considérable que n'importe quel autre résultat. Déjà, il faut expliquer un peu ce que ça peut vouloir dire méthode scientifique. On peut en donner un exemple, par exemple la méthode expérimentale que Claude Bernard décrit au XIXe siècle aussi dans Introduction à la méthode expérimentale. Il la théorise et il l'applique à la médecine. Donc les 5 étapes de la méthode expérimentale, c'est l'observation, ensuite le repérage de régularité dans ce qu'on voit, donc ressemblance, analogie. Vous savez, hein, la ressemblance, c'est A ressemble à B, analogie, c'est A sur B égale C sur D. Ça ne veut pas dire que A égale C et que B égale D, mais ça veut dire que le rapport, c'est une égalité de rapport, une analogie. Hein. Troisième étape, l'induction, donc généralisée à partir d'une série de cas particuliers. Quatrième étape, l'imagination d'une expérience. Et cinquième étape, l'expérimentation. Donc ces méthodes-là, nouvelles, en l'occurrence celle qui apparaît, ou qui est conceptualisée du moins au XIXe siècle, sont une conquête de la recherche, nous dit-il, pour le moins aussi considérable, donc on se dit, ah bah oui, c'est une grande conquête, que n'importe quel autre résultat. Et du coup, vous voyez, le n'importe quel autre affaiblit en fait le sens amélioratif qu'il pouvait y avoir dans le aussi considérable. C'est en effet sur la compréhension de la méthode que repose l'esprit scientifique. Donc même pas dans la méthode en tant que telle, mais dans la compréhension de cette méthode. Et tous les résultats des sciences ne pourraient, si ces méthodes venaient à se perdre, empêcher un nouveau triomphe de la superstition et de l'absurdité. Donc si on avait les bons résultats nouveaux des sciences sans les méthodes,
ça n'empêcherait pas le triomphe de la superstition et de l'absurdité. Donc ce qui empêche le triomphe de la superstition et de l'absurdité, c'est la méthode, l'esprit scientifique, que pour l'instant il n'a pas définie, et non pas les résultats. Alors la superstition, il faudrait définir superstition et absurdité. La superstition, on pourrait dire, c'est une croyance irrationnelle, qui n'est pas basée sur des preuves, mais qui est basée souvent sur une crainte ou un espoir. Pour reprendre Spinoza, éventuellement vous pouviez mobiliser Spinoza là-dessus. Et l'absurdité est tout simplement quelque chose qui n'a pas de sens. C'est simplement pour appuyer le propos. Donc finalement dans cette première partie, étonnant, n'oubliez pas de vous étonner du texte, il nous dit les méthodes scientifiques et les nouveaux résultats, donc les nouvelles méthodes et les nouveaux résultats, ne sont pas ce qui font progresser la recherche scientifique. Ce qui fait progresser la recherche scientifique, et ce qui fait perdurer en fait, c'est ça, la continuité du progrès, le fait qu'il y ait toujours du progrès, c'est les méthodes et la compréhension surtout de ces méthodes. Alors peut-être qu'il va nous expliquer pourquoi. Et dans la suite, effectivement, il va nous expliquer pourquoi en comparant ces gens qui ont cet esprit scientifique à ceux qui ne l'ont pas et qu'il appelle les gens cultivés. Ce qui est censé être aussi amélioratif, mais dans sa bouche, ça ne l'est pas. Les gens cultivés ont beau apprendre, et le mot est en italique, autant qu'ils veulent des résultats de la science, on s'aperçoit toujours à leur conversation, et particulièrement aux hypothèses qu'ils y proposent, que l'esprit scientifique leur fait défaut. Pourquoi apprendre est en italique ? Parce que apprendre, c'est pas forcément comprendre. Apprendre, là, c'est dans le sens apprendre par cœur, réciter quelque chose, sans le comprendre. Donc ils peuvent apprendre plein de choses, on s'aperçoit toujours leur conversation, et pourquoi ils précisent, et particulièrement aux hypothèses qu'ils y proposent, parce que les hypothèses, normalement, c'est là où on montre son originalité, et donc on présume que les hypothèses sont mauvaises, et donc non originales ou stupides, que l'esprit scientifique leur fait défaut. Pour cette idée d'apprendre par cœur, et que ça ne suffit pas à avoir une maîtrise finalement, et avoir l'esprit scientifique en l'occurrence, il y avait une référence qui était intéressante, mais elle vient plus tardivement, donc je vous la donne comme ça, mais pas forcément à donner dans le commentaire. C'est Arthur Danto dans La Transfiguration du banal, si vous voulez le lire en anglais, The Transfiguration of the Commonplace, qui explique que on n'apprend pas à lire, par exemple, en apprenant des textes par cœur. On ne sait pas lire. Un autre exemple que vous auriez pu utiliser, c'est un exemple littéraire, une pièce d'Eugène Ionesco, alors il faut que je me souvienne, je crois que c'est La Leçon que ça s'appelle. Oui, La Leçon. Où je crois que c'est une fille, une élève veut apprendre les mathématiques, je sais plus si c'est un garçon ou une fille. C'est quelqu'un qui connaît tous les résultats de toutes les opérations par cœur, mais qui ne comprend pas en fait l'opération mathématique. Si elle n'a pas appris par cœur 1 plus 1 et qu'on lui dit 1 plus 1 ça fait combien, elle ne sait pas répondre. Cette personne ne sait pas répondre, alors qu'elle a appris par cœur plein de calculs. Voilà. Donc ça, ce n'est pas savoir compter, ce n'est pas savoir faire des calculs, d'apprendre par cœur des résultats. Pourtant, ça paraît extrêmement impressionnant. Là, c'est ça qu'il veut dire, en fait. Donc cet exemple-là, littéraire, aurait été utile. Donc ils n'ont pas... Qu'est-ce qu'ils n'ont pas, alors ? Qu'est-ce qui leur fait défaut ? Ils n'ont pas cette défiance instinctive contre les écarts de la pensée. Là, tout de suite, on dit, tiens, c'est quoi écart de la pensée ? Un peu étrange. Qui, à la suite d'un long exercice, a pris racine dans l'esprit de tout homme de science. Défiance instinctive, donc défiance et méfiance. Instinctive, pris racine, ça veut dire que c'est devenu une seconde nature, naturelle, contre les écarts de la pensée. Alors, les écarts de la pensée, ça pourrait être des sophismes, des choses trop rapides, des raccourcis. Les écarts, c'est ça, c'est un écart, c'est à la fois un impair, un écart de conduite, c'est les écarts de la pensée en ce sens, des sophismes, et puis c'est le grand écart aussi, c'est parcourir trop de distance trop vite, les raccourcis. Donc c'est ces deux choses-là qui sont sous-entendues dans ce terme, qui, à la suite d'un long exercice, donc quand même à la suite de travail et de méthode, cette défiance a pris racine dans l'esprit de tout homme de science. Il leur suffit de trouver sur un sujet, donc aux gens cultivés, il leur suffit de trouver sur un sujet une hypothèse quelconque ça veut dire n'importe laquelle, donc encore une fois trop rapidement. Ils sont alors tout feu tout flamme pour elle et croient qu'ainsi tout est dit. Ils se précipitent. Avoir une opinion signifie par là même chez eux, donc signifie exactement ceci, c'est ça que ça veut dire,
en devenir aussitôt fanatique, aussitôt, là c'est important, et finalement la prendre à cœur comme une conviction, alors qu'ils sont persuadés et non pas convaincus. Ils sont persuadés affectivement et non pas convaincus par la raison. Ils sont simplement heureux d'avoir trouvé une explication, quelque chose, il va dire, qui ressemble à une explication, donc en fait une fausse explication, mais... Pardonnez-moi, j'ai été coupée, donc je ne sais plus ce que je disais. Oui, je ne sais plus, mais j'en étais fanatique, et finalement la prendre à cœur comme une conviction. Je devais certainement dire que ils voulaient... en fait, ils sont persuadés, parce qu'effectivement, ils sont contents d'avoir trouvé quelque chose qui ressemble à une explication, mais en fait, ils ne sont pas convaincus par des arguments, par la raison. C'est pas leur raison qui est convaincue. C'est leur cœur et éventuellement leur peur ou leur inconfort du fait de ne pas connaître. Et ça, c'est très nietzschéen. C'est Nietzsche qui dit que le désir de connaissance n'est pas un désir finalement sage. De connaissance, c'est simplement... Le désir de connaître vient simplement de la peur de l'inconnu. Pour Nietzsche. Voilà, donc il s'échauffe à propos d'une chose inexpliquée pour la première idée qui leur passe en tête et qui ressemble à une explication. Donc vous voyez, on a première idée qui leur passe en tête et qui ressemble à une explication. 3 précisions qui indiquent l'absence de solidité et de fondement logique de ce qui peut ressembler à une explication. Ils prennent l'apparence pour la réalité. J'étais en train de me dire ce qui... Bon bref, trêve de digression. Trop de rapidité, trop de raccourcis, et puisqu'ils sont dans l'affectif, dans la persuasion et pas dans la conviction, ils s'échauffent et ils deviennent fanatiques. Donc deuxième partie, distinction entre les gens cultivés et les gens qui ont l'esprit scientifique. La différence, c'est que les uns fonctionnent finalement à la peur, ça c'est l'implicite du texte, et à l'affect, tandis que les autres sont prudents, patients et raisonnables et raisonnés. D'où résultent continuellement, notamment dans le domaine de la politique, les plus fâcheuses conséquences. Là, vous pouviez donner des exemples. Attention avec les exemples trop récents. Mais l'exemple du Covid, vous pouvez, sans trop vous mouiller, dire qu'il y a quand même un problème avec, par exemple, la simple histoire des masques. Au début, on nous disait non, ça sert à rien, parce qu'on n'en avait pas assez, et puis parce qu'on connaissait pas grand-chose, donc on croyait peut-être qu'on n'en avait pas besoin, puis en fait, si, on en a besoin. Bon, vous voyez, la première explication, ou la première solution, on dit que c'est forcément la bonne, on fonce dedans tête baissée, parce que c'est la première qui se présente. Encore une fois, parce qu'il y a de la peur derrière, hein. Alors que ce n'est pas forcément celle qui est la plus vraie. Parce que dans la politique, pourquoi notamment dans la politique? Parce que dans la politique, on veut de l'efficacité, de l'utilité, du concret, du rapide. D'où les fâcheuses conséquences, parce que quand on va trop vite, la science ne va pas vite. Dans le sens où la science a besoin de méthodes, de procédures rigoureuses. C'est pourquoi chacun devrait de nos jours avoir appris à connaître au moins une science à fond. J'attire votre attention, j'avais pas vu avant, qu'il dit pas c'est pourquoi chacun devrait de nos jours connaître au moins une science à fond. C'est avoir appris à connaître au moins une science à fond. Et pourquoi au moins une science? Et peu importe laquelle, finalement, il précise pas, peu importe laquelle, c'est ça qu'il dit. Mais il faut avoir appris à connaître une science. C'est pas fondamentalement le contenu de cette science qui importe. C'est d'apprendre à connaître une science. Vous voyez? Ce qui compte, c'est pas d'apprendre à connaître la médecine, d'apprendre à connaître les maths. C'est d'apprendre ce que c'est qu'apprendre à connaître quelque chose, en tout cas une science. Voilà. Est-ce que vous voyez la subtilité? Et c'est pour ça qu'il précise ensuite, alors, pourquoi alors il faut? Parce que alors, il saura toujours ce que c'est qu'une méthode et combien est nécessaire la plus extrême prudence. Encore une fois, prudence, c'est-à-dire, voilà, il faut prendre son temps, peser, tester les hypothèses et les arguments.
Donc c'est pour ça que peu importe une science, pour peu importe quelle science, parce que ainsi il saura toujours ce que c'est qu'une méthode. Et c'est ce qui compte. Par exemple, l'école vous apprend différentes matières, euh, mais avec des méthodes communes, et c'est ça qui compte le plus, finalement. La méthode de la dissertation, c'est quand même à peu près la même en français et en philosophie, par exemple. Ce qui compte, c'est de savoir ce que c'est qu'une méthode, peu importe laquelle. Une méthode, c'est-à-dire une procédure rigoureuse, logique. Ce qu'il dit, c'est que finalement, pour reprendre Montaigne, la manière compte davantage que la matière. La façon de faire compte davantage que le contenu de ce qu'on apprend, de ce qu'on fait. Et la manière nécessaire, c'est prendre son temps, peser, tester les arguments, les hypothèses. Voilà, j'espère que ce petit éclairage vous aura aidé. J'espère que vous n'irez pas au rattrapage et que vous ne reviendrez pas au lycée l'année prochaine. Mais si jamais c'est le cas, j'espère que ça pourra vous aider et bien sûr que ça pourra aider les candidats de l'an prochain. Et bah, bonne révision, bonne fin de bac et puis bonnes vacances. Hein. Profitez ensuite et puis reposez-vous, mangez, buvez. Voilà.